L'image est gravée dans ma mémoire, brûlée à jamais derrière mes paupières comme une photographie surexposée de la douleur. C'est une image silencieuse, mais qui hurle dans mes souvenirs. Celle de mes parents, Martine et Hervé, dehors, dans le froid glacial et mordant d'une nuit de Noël à Lyon. Leurs lèvres n'étaient pas seulement bleues, elles étaient d'un violet profond, une couleur de mort que je n'avais vue que dans les films. Leurs corps, tassés l'un contre l'autre dans une vaine tentative de partager une chaleur qui n'existait plus, étaient secoués de tremblements si violents qu'ils semblaient sur le point de se disloquer. Leurs mains, rouges et gercées par le gel, ne frappaient plus la porte vitrée de ma propre terrasse. Elles tapotaient, faiblement, le dernier reste d'énergie et d'espoir les abandonnant. Et à l'intérieur, à quelques mètres seulement, séparés d'eux par une simple vitre, il y avait la chaleur, la lumière, la vie. La musique de Noël jouait ironiquement. Les verres de champagne s'entrechoquaient. Et ma belle famille riait. Le son du rire de ma belle-mère, Geneviève, un son cristallin et perçant, a traversé la vitre et a semblé se moquer de leur agonie. Je l'ai vu, de mes propres yeux, passer devant la fenêtre. Son regard a balayé la scène, vide, indifférent, avant de se détourner pour répondre à une amie. Elle les avait vus. J'en suis certaine. Elle les avait vus et elle les avait ignorés. Ils ont laissé mes parents gelés dehors pendant qu'ils s'amusaient chez moi comme des rois. Mon nom est Élodie, j'ai 29 ans, et cette nuit-là a mis le feu à ma vie. Elle a transformé les fissures déjà présentes dans ma famille en un gouffre infranchissable. C'était bien plus qu'un incident, c'était une déclaration de guerre. Et croyez-moi quand je vous dis que la vengeance que j'ai orchestrée ensuite était un plat qui se mange très, très froid. Ce que j'ai fait n'a pas seulement brisé leur orgueil. J'ai méthodiquement démantelé la façade de respectabilité qu'ils avaient mis toute une vie à construire. J'ai détruit leur réputation à jamais. Avant de vous plonger dans les détails sordides de ce drame familial, avant de vous expliquer comment une simple fête de Noël a pu dégénérer en une cruauté aussi abjecte, j'aimerais prendre un instant pour me connecter avec vous. Votre soutien, même silencieux, est une force pour moi. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez en ce moment. Quelle heure est-il chez vous? Savoir que nous partageons ce moment, malgré les distances, me touche profondément. Et si vous croyez, comme moi, qu'il y a des limites à ne jamais franchir et que la dignité n'a pas de prix, alors je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Vous ne voudriez pas manquer la suite de cette histoire. Cette nuit-là, la femme aimante, patiente et conciliante que j'étais est morte de froid avec mes parents sur cette terrasse. Une autre femme est née dans le silence glacial de cette trahison. Une femme qui n'avait plus rien à perdre et une seule chose en tête, la justice. Mon mari, Bastien, l'homme que j'aimais plus que tout, ne le savait pas encore, mais sa mère venait de sceller leur destin. Elle venait de déclencher une avalanche, et nous étions tous sur son chemin. Je me souviens de mes propres mains qui tremblaient en faisant tourner la clé dans la serrure. Ce n'était pas le froid. C'était une rage si pure, si volcanique, qu'elle me consumait de l'intérieur. En les faisant entrer, l'odeur de la dinde rôtie et du vin chaud m'a frappé comme une insulte. Le contraste entre leur agonie et notre confort était une violence. Ma mère a tenté de me sourire, mais ses lèvres gercées ont craqué, laissant perler une goutte de sang. Mon père, lui, ne disait rien. Il me fixait, et dans ses yeux, j'ai lu une humiliation si profonde, si amère, qu'elle a brisé quelque chose en moi pour toujours. À cet instant, la culpabilité m'a submergée. Pourquoi? Pourquoi avais-je été si aveugle? Mais la culpabilité a vite laissé place à la fureur. Une fureur dirigée vers une seule personne. Geneviève. Ma très chère belle-mère. Elle allait payer. Oh oui, elle allait payer. La fête n'était pas finie. En réalité, le vrai spectacle allait seulement commencer. Pour que vous compreniez comment la cruauté a pu germer et fleurir dans le sol de notre famille, je dois vous peindre le décor. Je dois vous parler de ces deux mondes qui n'auraient jamais dû entrer en collision. Mon mari, Bastien, et moi, c'était une histoire d'amour comme on en voit dans les films. Rencontrés sur les bancs de l'université à Lyon, nous étions l'incarnation des opposés qui s'attirent. Il était le fils unique et héritier de Philippe et Geneviève, des noms qui pesaient lourd dans le milieu de l'immobilier lyonnais. Leur fortune, bien que récente, leur avait ouvert les portes d'un monde de luxe et d'apparence.
Il vivait dans une immense maison d'architecte à Écully, où chaque meuble design et chaque œuvre d'art contemporain semblait avoir été choisi non pour son esthétique, mais pour son prix. Leur vie était une performance constante. Moi, j'étais d'un autre monde. J'étais la fille unique de Martine et Hervé. Mes parents étaient la définition même de la classe moyenne laborieuse et digne. Mon père, Hervé, était menuisier. Ses mains, larges et calleuses, étaient capables de créer de la beauté à partir d'un simple morceau de bois. Ma mère, Martine, avait été secrétaire dans un collège toute sa vie, une femme douce et discrète dont la plus grande richesse était sa bienveillance. Nous vivions dans un appartement coquet à Villeurbanne, un lieu rempli de livres, de rires et de l'odeur réconfortante des gâteaux de ma mère. Mes parents ne m'ont pas légué de fortune, mais des valeurs, l'honnêteté, le travail, le respect des autres, peu importe leur statut social. La première fois que Bastien a franchi le seuil de leur porte, ils l'ont adopté. Mon père lui a serré la main avec chaleur, ma mère lui a servi une part de sa tarte aux pralines. Pour eux, c'était simple, ils rendaient leur fille heureuse. C'était suffisant. La rencontre avec mes beaux-parents, en revanche, a été un baptême du feu. Je me souviens de ce premier dîner chez eux comme d'un interrogatoire. La maison était si silencieuse qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Geneviève, vêtue de soie, m'a analysé avec le regard d'un entomologiste étudiant un insecte curieux. Graphiste indépendante, avait-elle répété après que je lui ai parlé de mon travail. C'est charmant. Un petit passe-temps artistique pour vous occuper. Chaque mot était enrobé de miel, mais cachait une pointe de venin. Elle m'a interrogé sur l'école où j'avais étudié, sur le quartier de mes parents, sur l'origine de mon nom de famille, comme si elle cherchait une faille, une preuve de mon infériorité. Au fil des ans, ces pics sont devenus la bande-son de nos réunions de famille. J'ai eu droit à tout. Des remarques sur mes vêtements, un peu trop simples, sur mon vin, pas assez prestigieux, sur mes amis, manquant de relations. Une fois, lors d'une discussion sur les vacances, j'ai mentionné que mes parents adoraient passer du temps à Saint-Étienne, la ville de leur jeunesse. J'ai vu le visage de Geneviève se durcir, un éclair de panique dans ses yeux. Oh, ces villes ouvrières, a-t-elle lâché avec un dégoût mal dissimulé. Si grise et sans aucun intérêt. Elle a immédiatement changé de sujet. Ce mépris affiché pour un lieu qu'elle ne connaissait supposément pas aurait dû m'alerter. C'était une réaction trop violente pour être anodine. C'était la clé. Bastien, mon tendre Bastien, était pris entre deux feux. Il voyait sa mère agir, il voyait ma peine, mais il était conditionné. Toute sa vie, il avait appris que la paix passait par l'apaisement de Geneviève. « Laisse tomber, chérie, tu la connais, me disait-il en me prenant dans ses bras. Elle est angoissée, elle ne contrôle pas ce qu'elle dit. Mais je savais qu'elle le contrôlait parfaitement. Chaque attaque était ciblée. J'étais la pièce rapportée, l'anomalie dans son monde parfait. J'ai enduré. Pour l'amour de Bastien, j'ai souri, j'ai encaissé, j'ai minimisé. Je voulais croire que ma patience et mon amour finiraient par la désarmer. Quelle folie! Je ne faisais que nourrir la bête. J'aurais dû écouter mon instinct, cette petite voix qui me hurlait que ce n'était pas du snobisme. C'était quelque chose de plus sombre, de plus personnel. Une haine dont je ne comprendrais la véritable source que bien plus tard, après que le point de non-retour ait été franchi. 3 ans après notre mariage, la vie semblait nous sourire. Bastien avait une bonne situation, et mon activité de graphiste commençait enfin à décoller. Nous avons réalisé notre rêve en achetant un charmant appartement sur les pentes de la Croix-Rousse. C'était un quartier d'artistes, vivant et authentique, tout ce que Geneviève détestait. C'était notre havre de paix, notre forteresse. C'est là que j'ai décidé que nous organiserions notre premier Noël en tant que couple marié. Je voulais créer de nouvelles traditions, un pont entre nos deux familles. Mes parents étaient fous de joie. Ma mère a immédiatement commencé à planifier les plats qu'elle pourrait apporter, mon père a proposé de venir installer des étagères dans notre nouvelle buanderie. Leur amour était fait de gestes, de services rendus. La réaction de Geneviève fut, sans surprise, glaciale. « Noël chez vous ?» a-t-elle demandé au téléphone, sa voix laissant transparaître une pointe d'horreur. Mais, Bastien, chéri, nous avons nos traditions. Le traiteur est déjà réservé.
Il a fallu toute la diplomatie de Bastien pour la convaincre. Elle a finalement accepté, mais il est vite devenu clair qu'elle n'avait pas l'intention d'être une simple invitée. Elle allait être la productrice exécutive de mon Noël. Son OPA hostile a commencé par des suggestions envoyées par email. Des liens vers des traiteurs de luxe, des fleuristes hors de prix, des listes de vins qu'il fallait absolument avoir. J'ai poliment ignoré ces suggestions, déterminée à faire les choses à ma façon. Grosse erreur. Elle est passée à la vitesse supérieure. Un jour, en rentrant du travail, j'ai trouvé un livreur devant ma porte avec 2 énormes caisses de vaisselle en porcelaine de Limoges. Madame, votre belle-mère a pensé que vous en auriez besoin. Elle a dit que votre service actuel était un peu dépareillé. J'ai ravalé ma colère. Le summum de l'humiliation est arrivé 2 jours avant Noël. Mes parents sont venus passer l'après-midi pour m'aider. Mon père, en guise de cadeau de pendaison de crémaillère, m'a offert un petit renne en bois de pin. Il l'avait sculpté lui-même dans son atelier. C'était une pièce magnifique de simplicité et d'amour. Je me souviens encore de l'odeur de la sève de pin, du contact du bois lisse sous mes doigts. Mon père avait même gravé au dos nos initiales, E et B, dans un cœur. J'étais incroyablement touchée. C'était un bout de mon enfance, un talisman de bonheur. Je l'ai accroché à la plus belle branche de notre sapin. Le lendemain, Geneviève a fait une visite surprise pour vérifier que tout était en ordre. Son regard a balayé l'appartement avec l'œil critique d'un inspecteur des travaux finis. Puis, elle a vu le renne. « Oh, c'est rustique », a-t-elle commenté. Elle s'est approchée du sapin, a fait semblant de réajuster une boule de verre. Son sac à main a accidentellement heurté la branche. Le petit renne est tombé. Le bruit sec du bois se brisant sur le carrelage a résonné dans le silence. Il s'est cassé en 2. Oh, eut alors, a-t-elle dit, avec une fausse consternation qui ne trompait personne. Quelle maladresse de ma part. Mais entre nous, ce n'est peut-être pas plus mal. Ça ne s'accordait pas vraiment avec le reste. J'ai regardé les 2 morceaux de mon cadeau, les 2 moitiés de mon cœur, gisant sur le sol. Les larmes me sont montées aux yeux, des larmes de rage impuissante. Bastien est entré à ce moment-là. Il a compris la situation en un clin d'œil. Il a vu ma détresse. Mais au lieu de confronter sa mère, il a fait ce qu'il faisait toujours. Il a évité. « Ce n'est rien, chérie, c'est un accident », a-t-il dit en me prenant par les épaules. Papa Hervé pourra le recoller. Mais ce n'était pas un accident. Et certaines choses, une fois brisées, ne peuvent jamais être vraiment recollées. En ramassant les débris de ce petit trésor, j'ai senti un frisson glacial me parcourir. Ce n'était pas seulement un objet qu'elle venait de briser. C'était un message. Un avertissement clair, dans cette famille, tout ce qui venait de mon monde était fragile, insignifiant, et destiné à être détruit. Le jour de Noël, j'ai mis un masque. J'ai souri, j'ai accueilli les invités, j'ai joué mon rôle d'hôtesse parfaite, mais à l'intérieur, j'étais en état d'alerte maximale. L'appartement s'est rempli de bruit et de gens, un mélange étrange entre les amis simples de mes parents et le clan sophistiqué de mes beaux-parents. Mes parents, fidèles à eux-mêmes, sont arrivés les premiers, avec des plats faits maison et une bonne humeur contagieuse. Ils ont immédiatement mis la main à la pâte, mon père aidant Bastien à installer le bar, ma mère m'aidant en cuisine. Il y avait une harmonie simple et joyeuse dans nos gestes. Puis, Geneviève et Philippe ont fait leur entrée. C'était comme si un nuage noir venait d'obscurcir le soleil. Geneviève, dans une robe rouge sang qui semblait crier « Regardez-moi », a balayé la pièce du regard et a immédiatement commencé à améliorer les choses. Élodie, ma chérie, les amuse-bouches sont charmants, mais il faut une présentation plus structurée. Elle a pris les plateaux que ma mère et moi avions mis des heures à préparer et a tout réorganisé selon une géométrie froide et impersonnelle. Philippe, de son côté, a inspecté notre sélection de vins avec une moue dédaigneuse avant de déclarer à qui voulait l'entendre qu'il avait, heureusement, apporté ses propres bouteilles. Ils n'étaient pas des invités. Ils étaient une force d'occupation. Le dîner a été le point culminant de cette pièce de théâtre absurde. Geneviève s'est installée en bout de table, se comportant non pas comme une invitée, mais comme la reine de la soirée. Elle a raconté des anecdotes où elle tenait toujours le beau rôle,
à distribuer des compliments empoisonnés, et à systématiquement couper la parole à quiconque venait de mon côté de la famille. Mes parents étaient devenus des figurants dans leur propre fête de famille. Ils mangeaient en silence, le regard fixé sur leurs assiettes. J'ai vu un ami de mon père essayer de discuter avec Philippe de leur passion commune pour le rugby. Philippe l'a écouté d'une oreille, a hoché la tête distraitement, puis s'est tourné pour engager une conversation sur les marchés financiers avec un de ses cousins. L'humiliation était silencieuse, mais n'en était pas moins violente. Le coup de théâtre est venu avec le plat principal. J'avais mis tout mon cœur à préparer un gratin dauphinois, en suivant à la lettre la recette transmise par ma grand-mère à ma mère. C'était plus qu'un plat, c'était un héritage. Le plat était magnifique, doré et bouillonnant. Un des oncles de Bastien, un bon vivant, a pris une bouchée et a fermé les yeux de plaisir. Élodie, ma nièce, ce gratin est une pure merveille. C'est le meilleur que j'ai jamais mangé. J'ai rougi de plaisir, sur le point de remercier et de rendre hommage à ma mère. Mais je n'ai pas eu le temps. La voix de Geneviève a retenti, claire et forte. Merci, Jean-Pierre, tu es trop aimable, a-t-elle dit en souriant gracieusement, comme si le compliment lui était adressé. C'est une vieille recette secrète de ma famille. J'ai finalement accepté de la transmettre à Élodie. Elle a encore besoin d'un peu de pratique pour la cuisson des pommes de terre, mais pour un début, c'est prometteur. Un silence s'est fait. J'ai regardé ma mère. Elle avait baissé la tête, mais je pouvais voir le tremblement de ses lèvres. C'était un vol. Un vol de son histoire, de son héritage, de sa fierté. J'ai cherché le regard de Bastien, implorant son aide. Mais il était en pleine discussion animée avec un cousin et n'avait apparemment rien entendu. Je me suis sentie complètement seule, prise au piège à ma propre table. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Chaque sourire de ma belle-mère était une insulte. Je me disais de tenir bon, encore un peu. Quelle erreur monumentale. Que pensez-vous de ce genre de situation? Être dépossédé de son propre travail, de son histoire, devant tout le monde? Si vous étiez à ma place, à ce moment précis, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous gardé le silence pour préserver la paix, ou auriez-vous explosé? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir si j'étais la seule à ressentir cette rage. Le repas s'est terminé dans une atmosphère pesante. Les conversations étaient devenues rares et forcées. J'avais hâte que tout le monde parte, que je puisse enfin respirer. C'est alors que Geneviève a décidé que le spectacle n'était pas terminé. Elle a porté sa flûte de champagne à ses lèvres, a pris une gorgée minuscule et a fait une grimace théâtrale. Oh, quelle déception! Il semble que nous soyons à court de bulles dignes de ce nom, a-t-elle annoncé d'une voix assez forte pour que toute la table l'entende. Puis, son regard de prédateur s'est posé sur la proie la plus facile, mes parents. Elle leur a adressé un sourire mielleux, un sourire qui ne trompait personne sur ses intentions. Martine, Hervé, vous qui êtes si serviables. Philippe a une envie soudaine et irrépressible d'un champagne Ruinart blanc de blanc, le millésime 2008 si possible. Je crois savoir qu'il n'y a qu'une seule cave qui le propose en ville, la cave de la Martinière, sur la presqu'île. Vous seriez des anges d'aller nous en chercher une bouteille ou deux? La demande était d'une cruauté calculée. Il était près de 22h30, la nuit de Noël. La presqu'île était un chaos de circulation et de piétons. De plus, elle savait parfaitement que mes parents, qui buvaient rarement de l'alcool fort, n'avaient aucune idée de ce qu'était un Ruinart blanc de blanc. C'était une mission conçue pour les humilier, pour les envoyer faire une course de domestiques. Et pourtant, mes parents, conditionnés par une vie de gentillesse et de volonté de ne jamais déranger, ont acquiescé. Bien sûr, Geneviève, avec plaisir, a dit mon père en commençant à se lever. Mon sang n'a fait qu'un tour. Non, ai-je dit fermement. Maman, papa, vous restez ici. Personne n'a besoin de ce champagne. Le sourire de Geneviève a disparu. Élodie, ne sois pas ridicule. C'est Noël, faisons plaisir à Philippe. Tes parents sont d'accord. Elle a sorti de son sac un billet de 100 € et l'a tendu à mon père. Tenez, Hervé. Et gardez la monnaie. C'était le geste de trop. Le geste qui transformait une demande en un ordre, et mes parents en valaient.
Pour éviter une confrontation ouverte devant tout le monde, mes parents ont pris le billet et ont mis leur manteau fin, ce qu'ils portaient pour un trajet en voiture, pas pour une attente dans le froid. On revient vite, a dit ma mère en me jetant un regard d'excuse. Ils sont partis. La porte s'est refermée. La fête a repris, un peu plus bruyante, comme pour combler le vide. Quelques minutes plus tard, j'ai vu Geneviève se lever et se diriger vers la terrasse. J'ai eu un mauvais pressentiment. Je l'ai suivie du regard. Elle a ouvert la porte-fenêtre, a jeté un œil dehors, puis l'a refermée. J'ai entendu distinctement le petit clic métallique du verrou. Mon cœur s'est arrêté. Elle n'oserait pas, me suis-je dit. Mais le temps passait, et l'angoisse grandissait. 20 minutes. Une demi-heure. 1 heure. J'ai appelé mes parents. Directement sur messagerie. Leur téléphone devait être dans la voiture ou dans leur poche de manteau, au fond d'un parking souterrain. J'ai commencé à paniquer. Bastien a essayé de me calmer, mais je ne l'écoutais plus. Poussé par une intuition terrible, je me suis approché de la porte-fenêtre. La buée recouvrait la vitre. J'ai essuyé la condensation avec ma main. Et je les ai vus. Mon Dieu, la vision me entra jusqu'à la fin de mes jours. Ils étaient là, accroupis contre le mur, enlacés, le visage gris, les lèvres violettes. La neige fine qui avait commencé à tomber poudrait leurs cheveux de blanc. Ils ne frappaient même plus. Ils avaient abandonné. J'ai hurlé. J'ai tourné le verrou avec des mains tremblantes et j'ai ouvert la porte. Un vent glacial s'est engouffré dans la pièce. Ils ont presque roulé à l'intérieur, incapables de se tenir sur leurs jambes. C'est à ce moment-là que Manon, la jeune cousine de Bastien, a accouru, le visage décomposé par la culpabilité. « Élodie, je te jure, je lui ai dit », a-t-elle sangloté. Ça fait au moins 20 minutes que je lui ai dit qu'ils étaient revenus et qu'ils frappaient. Je l'ai dit à tante Geneviève. Et qu'est-ce qu'elle a répondu, ai-je demandé, ma voix n'étant plus qu'un souffle. Manon a éclaté en sanglots. Elle a ri. Elle a dit, laisse-les mariner un peu dans le froid. Ça leur apprendra ce que c'est que le bon champagne, point. Le monde a cessé d'exister. Le bruit, les gens, la musique, tout a disparu. Il ne restait que ces mots, suspendus dans l'air, plus froid que la nuit de décembre. Le froid que mes parents ressentaient dehors a envahi mon cœur, et il a tout gelé sur son passage, mon amour pour cette famille, ma patience, ma pitié. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un oubli. C'était un acte de pure, délibérée et jouissive cruauté. La confession sanglotante de Manon a eu l'effet d'une bombe atomique silencieuse dans la cuisine. Le petit groupe qui s'y trouvait, attiré par mes cris, s'est figé. Le temps semblait s'être suspendu. On n'entendait plus que les claquements de dents de ma mère et le bruit de la bouilloire que Bastien, blême comme un linge, venait de mettre en marche. C'est à cet instant précis que Geneviève a fait son apparition, une flûte de champagne à la main, un air d'innocence outragé sur le visage. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Oh mon Dieu, a-t-elle faim en voyant mes parents emmitouflés dans des plaids, mais que vous est-il arrivé? Vous êtes tombés? Je me suis redressée. Toute la peur, toute la tristesse, toute la culpabilité se sont évaporées, remplacées par une rage froide et pure. Je me suis avancée vers elle, lentement, et chaque pas résonnait sur le carrelage. Je me suis arrêtée à quelques centimètres de son visage. J'ai senti son parfum cher, un parfum de luxe et de mensonge. Ma voix est sortie, non pas comme un cri, mais comme un murmure mortel. Que s'est-il passé, Geneviève? Je vais te le dire. Tu les as délibérément envoyés faire une course absurde. Tu les as sciemment enfermés dehors. Dans un froid glacial. Et tu les as laissés là, en sachant qu'ils frappaient, en sachant qu'ils souffraient. Son sourire arrogant a vacillé. Mais, c'est ridicule. Je ne savais absolument pas. C'est un terrible malentendu. Ne mène pas, ai-je hurlé cette fois, le son déchirant le silence. Manon vient de tout nous dire. Elle t'a prévenu. Elle t'a dit qu'ils étaient là, et tu as ri. Tous les regards se sont tournés vers Manon, qui pleurait silencieusement dans un coin. Geneviève a fusillé sa nièce du regard, un regard de pure haine. Puis, réalisant qu'elle était piégée,
le masque de la bienséance s'est fissuré et est tombé. La femme sophistiquée a disparu, laissant place à une créature venimeuse. Et alors, a-t-elle craché, sa voix sifflante. Et alors? Un peu d'air frais n'a jamais tué personne. Franchement, vous êtes pathétique à toujours dramatiser pour un rien. C'est typique des gens comme vous. Les gens comme nous, a répété mon père. Il s'était levé, chancelant, mais sa voix était d'une fermeté que je ne lui connaissais pas. Vous voulez dire des gens qui n'ont pas besoin d'écraser les autres pour se sentir importants? Des gens qui ont élevé leur fille dans l'amour et le respect, pas dans le mépris? La fureur de Geneviève a explosé. Oui, exactement, a-t-elle hurlé, le visage déformé. Des gens qui ne comprennent rien à l'élégance, aux bonnes manières. Des gens qui embarrassent mon fils à chaque occasion avec leur petite histoire de prolo et leur place en raffinement. Mon fils a fait la plus grande erreur de sa vie en t'épousant. Il t'a sorti de la boue, et voilà comment tu nous remercies, en montant un scandale dans ta petite maison de banlieue. Ça suffit. La voix de Bastien a tonné, faisant taire tout le monde. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Son visage était fermé, ses yeux lançaient des éclairs. Il s'est avancé et s'est placé à mes côtés, formant un mur face à sa mère. Maman, ça suffit. Ce que tu as fait ce soir n'est pas une erreur. Ce n'est pas un manque de tact. C'est une abomination. Et ce que tu viens de dire est encore pire. Tu oses prendre son parti, a sifflé Geneviève, incrédule. Contre ta propre mère, ton propre sang? Je prends le parti de la décence humaine, a répondu Bastien, chaque mot pesé. Je prends le parti de ma femme, que tu insultes, et de sa famille, que tu as humiliée et mise en danger physique. Il n'y a pas de camp, maman. Il y a le bien, et il y a le mal. Et ce soir, tu as choisi le mal. J'ai pris sa main. Sa force est devenue la mienne. J'ai regardé mes beaux-parents, Philippe se tenant silencieusement derrière sa femme, comme toujours. Ma décision était irrévocable. Sortez, ai-je dit, ma voix calme mais sans appel. Sortez de ma maison. Maintenant. Philippe a commencé à protester. Voyons, Élodie, soyons raisonnables. Dehors, ai-je crié, avec toute la force de mes poumons. Vous n'êtes plus les bienvenus ici. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Ils sont restés figés, abasourdis qu'on ose leur résister. Puis, voyant notre détermination inébranlable, ils ont commencé à reculer. Sur le seuil, Geneviève s'est retournée, le regard rempli de venin. Tu le regretteras, Bastien. Oh oui, tu le regretteras amèrement. La porte a claqué. La fête était finie. La guerre, elle, venait de commencer. L'écho de la porte claquée a laissé un silence assourdissant, presque douloureux. Les quelques invités qui restaient ont commencé à rassembler leurs affaires, murmurant des excuses et des au revoir maladroits, fuyant la scène de crime émotionnel. En moins de 10 minutes, l'appartement était vide, à l'exception de nous 4. Le chaos de la fête avait été remplacé par un calme étrange, chargé de non-dits et de douleur. Les jours qui ont suivi ont été une épreuve. Bastien était un roc. Il s'est occupé de mes parents, s'est assuré qu'ils n'avaient pas de séquelles physiques, et m'a entouré d'une tendresse qui pansait mes blessures. J'ai cru, naïvement, que le pire était derrière nous, que notre front uni suffirait à nous protéger. Je me trompais lourdement. Geneviève n'était pas le genre de personne à accepter une défaite. Si elle ne pouvait pas gagner par la confrontation, elle gagnerait par la destruction. Sa contre-attaque a été insidieuse et brutale. Elle a activé son réseau, tissant une toile de mensonges pour se draper dans le rôle de la victime. À ses amis, à la famille, elle a raconté une histoire déchirante. Son fils, sous l'influence d'une belle-fille manipulatrice et socialement instable, l'avait rejetée. L'incident de Noël? Un simple malentendu, monté en épingle par mes parents, décrits comme des personnes simples d'esprit et portés sur la boisson, qui avaient fait une crise d'hystérie pour avoir attendu 5 minutes sur la terrasse. J'étais le monstre, la briseuse de famille. Certains, les plus sensés, n'ont pas cru à ces fables. Mais beaucoup, par lâcheté ou par loyauté envers le pouvoir et l'argent des Wilson, ont hoché la tête avec compassion. Nous avons commencé à sentir le changement. Des invitations annulées à la dernière minute.
Des amis communs qui ne répondaient plus à nos appels. Nous étions en train de devenir des parias. Puis, l'attaque est devenue plus directe, plus personnelle. Elle a décidé de frapper là où ça ferait le plus mal, mon travail, ma fierté, mon indépendance. J'avais passé des mois à préparer une proposition pour un nouveau client très important, une maison de luxe lyonnaise qui voulait refondre son image de marque. C'était le contrat de mes rêves, celui qui pouvait asseoir ma réputation. J'avais eu plusieurs entretiens prometteurs. Et puis, plus rien. Le silence radio. J'ai finalement réussi à joindre mon contact, une femme qui avait toujours été chaleureuse avec moi. Au téléphone, elle était froide, distante. Écoutez, Élodie, m'a-t-elle dit d'un ton embarrassé, nous avons décidé de poursuivre avec une autre agence. Nous avons eu des échos concernant une certaine instabilité dans votre situation personnelle. Nous ne pouvons pas prendre de risques. J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. Des échos. Je savais d'où venaient ces échos. Geneviève, par l'intermédiaire d'une de ses amies dont le mari siégeait au conseil d'administration de cette entreprise, avait planté son poison. Elle m'avait saboté. Ce soir-là, j'ai fondu en larmes dans les bras de Bastien. La colère avait laissé place au désespoir. Elle ne s'arrêtera jamais, ai-je sangloté. Elle veut nous détruire. Je m'attendais à ce qu'il partage ma fureur. Mais j'ai vu sur son visage quelque chose de bien pire, la peur. La vieille peur de sa mère, profondément ancrée en lui. Il a fait les 100 pas, tourmenté, le visage défait. Et puis, il a prononcé les mots qui ont failli briser notre mariage. Élodie, écoute-moi, a-t-il commencé, la voix hésitante. Et si tu l'appelais? Juste pour calmer le jeu. Tu n'as pas besoin de t'excuser vraiment, mais tu pourrais dire que tu regrettes la tournure des événements, juste pour qu'elle nous laisse tranquilles. Je me suis reculée de lui, comme si j'avais été frappée. Je l'ai regardé, et pendant une seconde, je n'ai pas reconnu l'homme que j'avais épousé. Que je m'excuse, ai-je murmuré, la voix blanche. Tu es en train de me demander de m'excuser? À elle? Après ce qu'elle a fait à mes parents? Après ce qu'elle vient de me faire professionnellement? C'est juste stratégique, chérie, a-t-il plaidé, le désespoir dans la voix. C'est pour nous protéger. Tu sais qu'elle est folle, elle ne lâchera jamais. Et toi, tu es un lâche, ai-je crié, la douleur se transformant en rage. Tu veux que je sacrifie ma dignité, mon honneur, pour acheter ta tranquillité. Tu es comme elle, finalement. Les mots étaient sortis, terribles, irréparables. Ce soir-là, pour la première fois de ma vie conjugale, j'ai pris un oreiller et une couverture et je suis allée dormir sur le canapé. Je grelottais, mais pas de froid. Je grelottais de solitude et de trahison. Notre front uni s'était brisé. J'étais seule, complètement seule, et l'ennemi n'était plus seulement à l'extérieur. Il était aussi dans ma propre maison. La nuit passée sur le canapé a été la plus longue de ma vie. Chaque craquement de l'appartement, chaque ombre sur le mur, me rappelait ma solitude. Je ne pleurais plus. J'étais au-delà des larmes, dans un état de calme étrange et résolu. J'avais touché le fond, et depuis le fond, la seule direction possible était vers le haut. J'ai passé la nuit à réfléchir, à peser chaque mot, chaque souvenir. J'ai compris que le problème n'était pas seulement Geneviève. Le problème était le système qu'elle avait mis en place, un système de peur et de contrôle, et Bastien, malgré son amour pour moi, en était encore prisonnier. Pour que nous ayons une chance, il devait se libérer. Et je ne pouvais pas le faire pour lui. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant lui. J'ai pris une douche, je me suis habillée, je me suis maquillée avec un soin particulier. Ce n'était pas de la vanité. C'était une armure. Quand il est entré dans la cuisine, les yeux bouffis de sommeil et de culpabilité, je l'attendais, assise à table, une tasse de café à la main. « Bonjour, Bastien » ai-je dit, ma voix dénuée de toute émotion. Il a commencé à s'excuser, à dire qu'il n'avait pas pensé ce qu'il avait dit. Je l'ai interrompu d'un geste de la main. Ce n'est plus le moment des excuses, Bastien. C'est le moment des choix. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans ciller. Je vais te dire ce qui va se passer. Je ne vivrai pas dans la peur. Je ne sacrifierai pas ma dignité ni celle de mes parents. Jamais.
Alors, tu as une décision à prendre, et tu dois la prendre maintenant. Soit tu es avec moi, à 100%, dans ce combat. Cela signifie que tu coupes tout contact avec tes parents. Pas d'appel, pas de message, rien. Jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur tort et réparent les dégâts. Soit tu n'es pas prêt à faire ça. Et je le comprendrai. Mais si c'est le cas, alors notre histoire s'arrête ici. Je t'aime, Bastien, mais je m'aime assez pour ne pas me laisser détruire. C'est elle, ou c'est nous. Choisis. Il était blême. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. La panique se lisait sur son visage. Il était sur le point de plaider, de chercher une troisième voie, une solution miracle qui n'existait pas. C'est à ce moment-là que le destin est intervenu. Une notification a retenti sur mon ordinateur portable, que j'avais laissé ouvert. C'était un email. L'expéditeur était mon client, celui qui avait mis mon projet en pause. L'objet était laconique, confirmation de la fin de notre collaboration. Sans un mot, j'ai tourné l'écran vers Bastien. Il s'est penché et a lu. Il a lu l'email une fois, puis une deuxième fois, comme pour s'assurer de bien comprendre. J'ai vu quelque chose basculer dans son regard. Ce n'était plus seulement l'histoire de mes parents, ce n'était plus une abstraction. C'était concret. C'était la preuve irréfutable que le venin de sa mère était en train de s'infiltrer dans les fondations mêmes de la vie que nous construisions ensemble. Elle ne voulait pas seulement me blesser. Elle voulait nous anéantir. Il a relevé la tête. Le petit garçon effrayé avait disparu. À sa place, il y avait un homme dont le regard brûlait d'une fureur froide. « C'est fini, a-t-il dit, sa voix dure comme de l'acier. C'est terminé. » Il s'est levé, a fait le tour de la table, a posé ses mains sur mes épaules et m'a fait me lever. Il m'a serré contre lui. « Pardonne-moi, a-t-il murmuré. Pardonne-moi d'avoir été si faible. J'avais peur d'elle toute ma vie. Mais j'ai plus peur de te perdre, toi. Elle n'est pas seulement en train de t'attaquer. Elle essaie de détruire notre futur. J'ai choisi. Je nous choisis. » Il a pris son téléphone. Devant moi, sans hésitation, il a ouvert le contact « Maman » et a appuyé sur « Bloquer ce contact ». Il a fait de même avec « Papa ». Le geste était symbolique, mais incroyablement puissant. Il venait de couper le cordon. Maintenant, a-t-il dit en me regardant, une lueur nouvelle dans les yeux, nous ripostons. Ensemble. L'acte de Bastien de bloquer ses parents a été un électrochoc. La dynamique entre nous a changé instantanément. Nous n'étions plus un couple en crise, mais un commando en mission. La peur et le doute ont laissé place à une détermination glaciale. Nous savions que nous ne pouvions pas nous battre sur leur terrain, celui de la manipulation et des rumeurs. Nous devions choisir un autre champ de bataille, celui de la vérité. Mais la vérité, pour être efficace, doit être utilisée comme un scalpel, pas comme une massue. Nous avons passé la soirée à élaborer notre stratégie. Bastien, avec sa logique d'homme d'affaires, s'est concentré sur la protection de nos arrières. Le lendemain, il a pris rendez-vous avec le service des ressources humaines de son entreprise. Il a expliqué, de manière factuelle et professionnelle, qu'il était la cible d'une situation familiale conflictuelle qui pourrait potentiellement déborder sur sa vie professionnelle, et il a demandé conseil pour se prémunir. C'était une manœuvre brillante, qui désamorçait par avance toute tentative de son père de lui nuire par le biais de ses relations. De mon côté, je me suis lancé dans une enquête. Mes compétences de graphiste, mon souci du détail, ma patience pour la recherche, tout cela allait me servir. Je n'arrêtais pas de penser à cette réaction de Geneviève, ce mépris disproportionné pour Saint-Étienne. C'était là. La clé était là. J'ai commencé par les choses simples, les réseaux sociaux, les articles de presse sur les réussites de Philippe. Rien. Leur histoire officielle était parfaitement lisse, sans aspérité. Puis, j'ai eu une idée. J'ai cherché le nom de jeune fille de Geneviève, Dubois. Un nom très commun. Mais en le croisant avec des archives de naissance de la région de la Loire des années 50, j'ai trouvé une piste. Une Geneviève Dubois, née à Saint-Étienne. Père, Antoine Dubois. Profession, mineur de fond. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Le plus dur restait à faire, confirmer.
J'ai fini par trouver, après des heures de recherche dans les pages blanches, une cousine éloignée de Geneviève, une certaine Yvette, qui vivait toujours dans une petite maison près de Firminy, dans la banlieue stéphanoise. J'ai hésité pendant une journée entière avant d'appeler. Que allais-je lui dire? Comment aborder le sujet sans paraître intrusive? Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai composé le numéro, le cœur battant. Une voix de femme âgée, un peu méfiante, a répondu. J'ai été honnête. Je me suis présentée comme la belle-fille de Geneviève. Au début, Yvette était froide. Je n'ai pas de nouvelles d'elle depuis 30 ans. Elle a oublié d'où elle venait. C'était la brèche que j'attendais. J'ai alors pris un risque. Je lui ai raconté notre histoire. Je lui ai raconté la nuit de Noël, l'humiliation, le sabotage. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis, la voix d'Yvette s'est adoucie. La petite Genièvre, elle n'a donc pas changé, a-t-elle soupiré. Et elle a parlé. Elle m'a raconté leur enfance dans le coron, la poussière de charbon qui recouvrait tout, la pauvreté, la solidarité entre les familles de mineurs. Elle m'a parlé du père de Geneviève, un homme bon mais usé par la mine. Et elle m'a parlé de l'ambition dévorante de Genièvre, de sa honte de ses origines, de sa détermination à s'enfuir. Quand elle a épousé Philippe, lui aussi un petit, qui voulait devenir grand, elle a coupé les ponts avec tout son passé. Elle a effacé sa famille, son histoire, son accent. Elle s'était réinventée. En raccrochant, je tenais notre arme. La vérité. La haine de Geneviève envers mes parents n'était pas du mépris, c'était de la haine de soi. Nous étions le miroir de tout ce qu'elle avait désespérément cherché à enterrer. Le plan est devenu limpide. Le gala des Lumières, le sommet de la vie mondaine lyonnaise, avait lieu dans 2 semaines. Ce serait notre scène. Nous n'allions pas crier, nous n'allions pas accuser. Nous allions simplement allumer la lumière. Et sa forteresse de mensonges s'effondrerait d'elle-même. Le soir du gala des Lumières, une énergie nouvelle circulait entre Bastien et moi. Ce n'était pas de la nervosité, mais une sorte de calme électrique. Nous étions prêts. J'avais choisi une robe d'un bleu nuit profond, une coupe simple mais d'une élégance impeccable. Je voulais que mon apparence reflète notre stratégie, la sobriété, la dignité, la force tranquille. Bastien, dans son smoking, avait une prestance que je ne lui avais jamais vue. Il ne se tenait plus comme le fils de Philip Wilson, mais comme un homme à part entière. En entrant dans le grand salon de l'hôtel de ville, la splendeur des lieux nous a frappés. Les lustres en cristal, les dorures, le parterre de robes de soirée et de smoking. C'était le royaume de Geneviève. Nous l'avons aperçue presque immédiatement. Elle était au centre d'un cercle, telle une reine dans sa cour, vêtue d'une robe dorée qui scintillait agressivement. Elle riait, un rire un peu trop sonore, un peu trop performé. Quand son regard a croisé le nôtre, son sourire s'est figé une milliseconde. J'ai vu passer une lueur de surprise, rapidement remplacée par une expression de mépris souverain. Elle nous a tourné le dos, un renvoi clair et net. Nous n'avons pas cherché à l'approcher. Nous avons fait exactement le contraire. Nous avons commencé à travailler la salle. Nous avons salué des connaissances, discuté avec des partenaires professionnels de Bastien, des contacts de mon milieu. Nous étions charmants, détendus. Le sujet de sa famille arrivait inévitablement. À chaque fois, nous jouions la même partition, avec des variations subtiles. « Comment vont tes parents, Bastien ?» demandait un vieil ami de la famille. Bastien répondait avec un soupir parfaitement maîtrisé. « C'est une période complexe. Nous avons eu un incident familial très douloureux pendant les fêtes. Nous essayons de surmonter cela, mais c'est difficile. » Il restait vague, laissant l'interlocuteur sur sa faim, l'esprit rempli de questions. Avec d'autres, j'étais un peu plus direct. Oui, c'est vrai que nous ne sommes plus en très bons termes. Geneviève a eu un comportement très blessant envers mes parents. Nous espérons qu'avec le temps, les choses s'apaiseront. Nous ne donnions jamais de détails sordides. Nous plantions simplement des graines de doute. Et dans un milieu où l'apparence est tout, le doute est un poison mortel. Les murmures ont commencé. Je voyais les gens nous regarder, puis regarder la table de Geneviève, en chuchotant derrière leurs éventails et leurs verres de champagne.
Le moment clé est arrivé pendant les discours. Le président de la fondation, un self-made man respecté de tous, a parlé de l'importance du travail, de l'humilité et de ne jamais oublier ses racines. C'était une perche que nous ne pouvions pas laisser passer. À la fin des discours, Bastien s'est dirigé vers la table d'honneur, où Geneviève paradait à côté du président. J'ai retenu mon souffle. Avec un timing parfait, Bastien a attendu une pause dans la conversation et s'est adressé au président. Sa voix n'était pas forte, mais elle était si claire et si posée qu'elle a capté l'attention de toute la table. Monsieur le Président, votre discours m'a profondément touché. Mon épouse et moi croyons fermement aux valeurs que vous avez évoquées. Ma mère, ici présente, a-t-il dit avec un petit geste vers Geneviève, qui a souri, pensant qu'un compliment arrivait, m'a toujours enseigné qu'il ne fallait jamais avoir honte de ses origines. Il a marqué une pause dramatique. C'est pourquoi je suis si fière de mes beaux-parents, des gens issus d'un milieu modeste et travailleur. Et c'est aussi pourquoi je suis si immensément fière de mon propre grand-père maternel, Antoine Dubois, un homme courageux qui a passé 30 ans de sa vie au fond de la mine, à Saint-Étienne, pour que sa fille puisse avoir un meilleur avenir. Le silence qui est tombé sur la table était assourdissant. Ce n'était pas un silence gêné, c'était un silence de révélation. Tous les visages se sont tournés vers Geneviève. Son sourire était resté collé sur ses lèvres, mais il était vide, grotesque. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis de panique. J'ai vu le président la regarder, non plus avec admiration, mais avec une curiosité presque clinique. J'ai vu les autres invités échanger des regards. Le puzzle venait de s'assembler dans leur esprit. Son snobisme, son obsession pour les apparences, son mépris, tout prenait sens. Elle n'était pas née grande dame. Elle avait joué un rôle toute sa vie. Et le rideau venait de tomber brutalement. J'ai vu des décennies de mensonges s'effondrer en une seule phrase, prononcée non pas avec haine, mais avec une fierté calme. Le masque était tombé. Pour de bon. Le reste de la soirée du gala a été pour Geneviève une longue et lente torture. Elle est restée assise à sa table, piégée sous le feu des regards. Certains la fixaient avec une curiosité non dissimulée, d'autres avec une pitié condescendante, ce qui, pour elle, était sans doute pire que la haine. Elle a tenté de faire bonne figure, de sourire, de participer à la conversation, mais son cœur n'y était plus. La reine avait été déchue de son trône en public, et elle le savait. Nous sommes partis avant la fin, sans un regard en arrière. Nous n'avions pas besoin de rester pour savourer notre victoire. Le travail était fait. Dans la voiture qui nous ramenait chez nous, un silence confortable s'est installé. Bastien a pris ma main et l'a serrée. « Nous avons bien fait », a-t-il dit simplement. « Oui », ai-je répondu, « nous avons bien fait ». Les jours suivants ont été marqués par un silence assourdissant de la part de mes beaux-parents. Leur campagne de diffamation s'est arrêtée net. Le téléphone a cessé de sonner avec de mauvaises nouvelles. Ils étaient en train de panser leur plaie, et surtout, de mesurer l'étendue des dégâts sur leur précieuse réputation. Puis, 3 jours après le gala, l'email est arrivé. Expéditeur, Philip Wilson. L'objet était simple, discussion. J'ai lu le message par-dessus l'épaule de Bastien. C'était un texte court, formel, et visiblement rédigé avec l'aide d'un avocat. Cher Bastien et Élodie, après une longue et difficile réflexion, et suite aux événements récents qui ont mis en lumière des blessures profondes, nous reconnaissons que notre comportement lors de la soirée de Noël a été profondément inapproprié et a causé une détresse inacceptable à vos parents. Geneviève est aux prises avec des problèmes personnels complexes liés à son histoire, ce qui, nous le comprenons, n'excuse en rien ses actions. Nous souhaiterions humblement solliciter une rencontre, en votre présence et en celle de vos parents, afin de leur présenter des excuses formelles et sincères. Dans l'attente de votre réponse, cordialement, Philippe. Les mots « humblement »,« sincère »,« profondément » sonnaient faux. C'était du langage de gestion de crise, une tentative de réparer leur image publique en commençant par le cercle privé. Une partie de moi voulait ignorer le message, les laisser dans leur misère. Mais je savais que pour mes parents, pour qu'ils puissent vraiment tourner la page, cette étape était nécessaire. Nous avons accepté la rencontre, à nos conditions, chez nous, sur notre terrain. Ils sont arrivés le dimanche suivant. L'atmosphère dans notre petit salon était si tendue qu'elle en était presque irrespirable. Mes parents,
assis côte à côte sur le canapé, affichaient une dignité impressionnante. Geneviève et Philippe se sont assis en face, droits comme des piquets. C'est Philippe qui a rompu le silence, reprenant les termes de son email, le regard fuyant. Puis, il s'est tourné vers sa femme, et son ton a changé, devenant presque un ordre. Geneviève. Elle a relevé la tête. Son regard a évité le mien, celui de Bastien, et surtout celui de mes parents. Elle a fixé un point invisible sur le mur. Sa voix est sortie, un murmure à peine audible. Je voudrais m'excuser. Elle a marqué une pause, comme si chaque mot était une pierre qu'elle devait arracher de sa gorge. Pour ce qui s'est passé le soir de Noël. Mon comportement était une erreur. Une erreur. Le mot était si petit, si insignifiant, face à l'énormité de sa cruauté. C'est ma mère qui a répondu, avec une grâce et une force qui m'ont sidéré. Geneviève, a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme, nous entendons vos excuses. Mais ce que vous avez fait n'était pas une erreur. Une erreur, c'est de se tromper de chemin. Ce que vous avez fait, c'était un choix délibéré de blesser. Nous acceptons vos mots, mais la confiance, elle, est brisée. Le pardon viendra, peut-être. Mais il faudra du temps. Beaucoup de temps. Il n'y eut rien d'autre à dire. Ils sont partis quelques minutes plus tard, en silence. La guerre était officiellement terminée. Il n'y avait pas de traité de paix, juste un cessez-le-feu. 1 an a passé depuis ce Noël apocalyptique. 1 an de silence, de reconstruction et de redéfinition. La vie n'est jamais revenue à la normale, et c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. L'ancienne normalité était une cage dorée de faux-semblants et de compromis toxiques. Nous avons bâti une nouvelle normalité, la nôtre, sur des fondations de respect mutuel et de frontières infranchissables. Nous n'avons pas coupé les ponts définitivement avec Philippe et Geneviève, mais la relation a changé de nature. Elle est devenue distante, cordiale, presque administrative. Nous les voyons 2 ou 3 fois par an, lors d'événements familiaux majeurs où leur absence serait plus remarquée que leur présence. Le mariage de la sœur de Bastien en a été le parfait exemple. Nous nous sommes salués poliment, avons échangé quelques banalités sur la météo. Il n'y a plus eu de pique, plus de condescendance. Il y avait à la place une sorte de prudence, de méfiance. Geneviève sait qu'elle a perdu. Elle a perdu son pouvoir sur son fils, et donc sur nous. Elle sait que la moindre tentative de franchir la ligne rouge se solderait par notre départ immédiat et un nouveau silence de plusieurs mois. Le pouvoir a changé de camp. Le Noël dernier, nous l'avons célébré chez mes parents, dans leur petit appartement de vie urbaine. L'air était rempli de l'odeur du sapin, de la cannelle et du rire de ma mère. Il n'y avait pas de service en porcelaine, pas de champagne millésimé, juste une nappe en papier, des papillotes et une joie simple et authentique. En regardant Bastien rire aux éclats d'une vieille blague de mon père, en le voyant si détendu, si libéré du poids de plaire à ses parents, j'ai su que nous avions fait le bon choix. Cette épreuve terrible n'a pas détruit notre mariage. Au contraire, elle l'a forgé, l'a rendu plus solide, plus profond. Bastien a appris à être un partenaire, un égal, et non plus seulement un fils obéissant. Et moi, j'ai appris une leçon fondamentale, ma valeur et ma dignité ne sont pas sujettes à négociation. Le respect n'est pas quelque chose qui se mendie, c'est un dû. Je ne sais pas si Geneviève trouvera un jour la paix avec elle-même, avec son passé. Je l'espère pour elle, sincèrement. Mais ce n'est plus mon combat. Mon énergie, je la consacre à cultiver mon propre jardin, à chérir la famille qui m'a toujours aimé pour ce que je suis, et à protéger la famille que j'ai construite avec l'homme que j'aime. Notre objectif final n'a jamais été de détruire leur vie. C'était de reprendre le contrôle de la nôtre. De pouvoir enfin respirer. Mon histoire touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura parlé, peut-être même aidé. Avez-vous déjà été confronté à une situation où vous avez dû choisir entre préserver une paix fragile et défendre votre propre intégrité? Racontez-moi vos expériences, vos combats, vos victoires, dans les commentaires. Vos histoires méritent d'être entendues et nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. Si mon témoignage a résonné en vous, merci de le partager, de laisser un like et de vous abonner. Et n'oubliez jamais ceci, protéger ceux que vous aimez, et vous protéger vous-même, exige parfois un courage immense, le courage de dire « ça suffit ». Parfois,
Pour construire un avenir sain et heureux, il faut accepter de démolir les murs d'un passé toxique. Et ce n'est pas un échec. C'est le plus grand des actes de courage. Merci de m'avoir écouté.